Le regard, le décryptage de Nelson sur 100 ans d'olympisme, avec les mémoires olympiques, avec aussi ce cahier de vacances. On va en parler avec lui parce qu'il vit le sport. Il nous le fait vivre. C'est un passeur d'émotions. C'est un physique, un sourire malicieux et une sacrée voix de voice, devrais-je dire, tant son phrasé très British Society est inimitable. Alors au-delà de ses commentaires pointus et pertinents, il maîtrise parfaitement l'art très délicat de l'interview, qui plus est sous pression, puisque c'est en quelques secondes, dans des moments ou des lieux improbables, imparfaits, qu'il doit recueillir les confidences des plus grands. Serge Lama se faisait appeler l'amiral par les marins du port, quant à notre Nelson international, ce sont toutes les flammes olympiques, bien sûr, qu'il appelle l'amiral. Merci de l'accueillir. Nelson, viens. Assieds-toi. Très heureux d'être avec toi pour conclure cette matinée. Nelson, on parle de réparation, c'est notre thématique, surface de réparation. Fabien faisait référence tout à l'heure à ces réparations pour les chanteurs, pour ceux et celles qui écrivent des chansons. La réparation dans le sport, tu as coutume de le dire, c'est souvent lié à un cataclysme. Oui, déjà, merci beaucoup, cher Fred, pour ces si gentils mots d'introduction. Et je suis très honoré d'être ici parmi vous. Alors, j'ai cru comprendre qu'il fallait être bref. Alors, ça tombe très bien, puisque le surnom qui m'a été donné une fois pour toutes dans l'audiovisuel, c'est Nelson Montfort, mais le son moins fort. Donc, et je vous éviterai la traduction américaine de mes propos. Non, déplaise à certains. Cela dit, what was the question? Parce que non, cataclysme, réparation dans le sport, c'est la fragilité de l'athlète dont on se dit, ben non, il ne peut pas faillir en fait. Alors, c'est-à-dire que là, nous sommes évidemment, comme vous le savez tous, dans une année olympique. Ceux qui habitent Paris ou la région parisienne et qui sont automobilistes, eh bien, je pense, s'en sont rendus compte. Et je vais pour répondre, je ne sais pas si on se tutoie, on se vous voit, on se tutoie dans la vie. Ah bon, d'accord, on se tutoie dans la vie, mais parfois... Vous savez d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je vais répondre à la question. Pourquoi dans les médias on se vouvoie alors que souvent dans la vie on se tutoie? Je sais pas. Mais c'est pour pas exclure l'auditeur. C'est les deux copains qui parlent un peu entre eux. Hein, c'est bien ça. Ouais, l'entre-soi en fait. Hein. Voilà une sorte de forme d'entre-soi. Enfin là, nous sommes entre nous. Donc, et vive d'ailleurs la langue anglaise pour ça. Non, je prends juste un exemple pour répondre directement à ta question. Est-ce que vous savez ou pas que l'église de la Madeleine à Paris a ouvert si vous entrez au fond sur la gauche, une chapelle olympique pour la durée des Jeux Olympiques, pour consoler les athlètes en cas de mauvaise performance. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les Jeux Olympiques, bon, nous on prend ça comme ça, les médias, etc. Voilà, ça va être la fête, ça va être le sport, etc. Mais pour eux, c'est beaucoup leur vie, tout simplement. C'est une fois tous les 4 ans. Et donc, c'est vrai que ce besoin de consolation, en fait, compte énormément. Et je crois que c'est le meilleur exemple de réponse à ta question. Aujourd'hui, le sport est devenu un enjeu qui dépasse assez loin la personne en question, qui concerne parfois tout un pays, etc. Et donc, tout repose sur les épaules de l'athlète. Exactement. Et donc, alors c'est vrai que parfois dans les interviews, c'est vrai que j'en ai fait pas mal, comme vous le savez, c'est assez facile de se réjouir d'une victoire. Tout le monde est heureux, tout le monde s'embrasse, etc. C'est beaucoup plus difficile de compatir à une défaite. C'est beaucoup plus difficile d'avoir parce que s'il y a une mauvaise question à ce moment-là, vous passez pour être quelqu'un qui veut prendre les mauvaises émotions, etc. Et c'est vous qui... Oui, exactement. Donc, voilà, tout ceci m'est venu avec l'expérience. Ouais. Alors, tu le disais, ça ne tient qu'à un fil. C'est soit le Graal, soit les tréfonds de l'abîme. Et souvent, ils ne sont pas accompagnés, en fait. Alors ça, c'est fou, effectivement. Ça, c'est absolument fou. Et alors, j'ai été le témoin de ça, mais... Des dizaines de fois. Je vais encore te citer un exemple. Bon, tout le monde ici ne joue pas au golf, mais cet exemple peut concerner tous les sports. Il se trouve qu'il y a quelques années, en 1999, un joueur de golf français, Jean Van de Velde, a été vraiment à 2 doigts de remporter le plus important. Le plus important tournoi du monde. Et suite à un certain nombre de catastrophes sur le dernier trou, il avait 3 coups d'avance. C'était imperdable.
Et pourtant, si je vous raconte l'histoire, c'est qu'effectivement, c'était perdable. Enfin, je vous passe les détails. Et après, bon, ça a été un truc terrible. Vraiment, ça a été... Et après, il se trouve que j'ai rencontré Jean à plusieurs reprises et nous rencontrons encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, etc. Et là, il m'a fait franchement une réponse très honnête, parce que les sportifs n'aiment pas trop dire qu'ils ont été victimes de la pression, etc. Il m'a fait une réponse très honnête. J'ai dit, mais Jean, finalement, est-ce que tu y penses de temps en temps à cette histoire? Est-ce que tu y penses? Ça veut dire, c'est comme si un joueur français avait l'occasion de gagner le tennis de Wimbledon après avoir laissé échapper 3 balles de match. Enfin, pour vous donner un peu un exemple. Ou Roland Garros, qui depuis 41 ans échappe, enfin ça vous le savez. Et donc, est-ce que tu y penses de temps en temps, ou est-ce que c'est fini maintenant, 99, donc il y a 25 ans? Il dit tous les quarts d'heure environ. Ça c'est rien qu'en vous en parlant, c'est assez tous les quarts d'heure environ. C'était il y a 25 ans. Donc c'est une réponse très honnête. C'est très très rare qu'un sportif ou que qui que ce soit vous fasse ce genre de réponse. Mais rien qu'en te répondant, c'est vrai que c'est très émouvant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le sport a grandement besoin de réparation et a grandement besoin de personnes, parce que la défaite est orpheline. Combien de fois ai-je pu m'en rendre compte? La défaite est orpheline. C'est vrai, il y a ce paradoxe. Accompagnés par des coachs multiples et variés quand ils sont en activité, et une fois que les projecteurs se sont éteints, la solitude. C'est terrible. Et il y a un ancien rugbyman, un nom que vous connaissez probablement, de Denis Charvet, qui était un très grand rugbyman, qui a écrit un livre qui s'appelle La Petite Mort. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que non seulement la lumière s'éteint, mais elle s'éteint en plus assez rapidement. Ça ne s'éteint pas progressivement, ça s'éteint très rapidement. Il faut quand même être très solide psychologiquement, et tu as tout à fait raison. C'est vrai que les sportifs en activité sont accompagnés par des psychologues, etc. Mais dès que ça se termine, il n'y a plus ces psychologues, il n'y a plus personne. Et c'est vrai que c'est extraordinairement cruel. Et a fortiori, dans des années olympiques où c'est une fois tous les 4 ans, il faut parfois être très très solide psychologiquement. Et il y a parfois des vraies dépressions qui s'installent. Des vraies dépressions. Il y a des exemples tragiques. Hein. Christophe Dominici, il y a aussi des dérives. Hein. Oui, alors là, c'est un des exemples les plus tragiques qui en plus s'est passé bien longtemps après la fin de sa carrière. Comment peut-on abandonner quelqu'un comme ça? Comment peut-on abandonner quelqu'un sur le pas de la route? Je veux dire, moi, souvent, on va vous dire, c'est peut-être d'ailleurs vrai, je ne sais pas, Fabien, en matière de chansons, mais on dit, oui, celui-là, il a fait l'année de trop, le combat de trop, etc. Mais après tout, si vous avez un artiste, un sportif, mais ça se rejoint, un sportif qui est encore performant, qui à la place de terminer premier ou deuxième, termine 4e ou 5e, après tout, il est quand même encore dans le coup. Donc, et s'il n'a pas de porte de sortie, si personne, et c'est le cas, dans la plupart des fédérations, une fois que la carrière est finie, elle est vraiment finie. Si le sportif n'est pas assez solide, mon Dieu, il peut peut-être faire une année de plus. En boxe, on dit le combat de trop. Mais moi j'ai plutôt de la sympathie pour ces gens-là. Je comprends très bien ce qu'ils vivent. Et d'ailleurs, c'est vrai dans beaucoup de secteurs de la vie. Ça, pas seulement sur le sport ou le milieu artistique, c'est tout simplement vrai. Les blessures psychologiques, tu en parlais. Il y a aussi les blessures tout court. Alors là, on peut se réparer en se faisant accompagner avec l'INSEP, par exemple, d'autres instituts qui sont aussi très bons pour ça. L'INSEP, pardonne-moi Fred, accompagne les sportifs en activité. En activité. Mais alors, justement, quand ils ont terminé, c'est un peu la double peine, parce que non seulement les projecteurs s'éteignent, en plus il y a la vieillesse qui gagne, et il y a cette... J'allais dire, alors là, on revient sur des sportifs en activité. Comment on se répare quand on est seul? Et la différence avec on se répare dans un collectif. Quand on est une équipe, on a perdu, voilà, et c'est pas la même chose, hein, le sport collectif ou individuel. Hein. On est souvent seul. Et non seulement on est seul en cas de blessure, en cas de blessure en activité, c'est encore autre chose. Parce que là, tu parlais de double peine. Là, en plus, et les exemples sont légion, vous avez des personnes qui sont prêtes à prendre votre place, tout simplement. C'est-à-dire que non seulement vous êtes seul avec votre blessure physique et psychologique, mais en plus, il y a des personnes enfin, je ne devrais pas employer ce mot-là, mais enfin, quelque part, soyons honnêtes, qui presque se réjouissent de ce qui vous arrive. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Et combien y a-t-il d'exemples?
J'en ai vraiment beaucoup. C'est-à-dire que la personne qui est lui est blessé, donc ça va être ma chance. Oui, c'est pas toujours très noble finalement. L'absence de préparation pour prévoir le parcours d'après, ils sont assez peu nombreux, les sportifs qui arrivent à deuxième carrière quelque part. Alors là, je suis très heureux de répondre à cette question parce qu'il se trouve que, pour différentes raisons, je suis un ami du club du FC Metz, donc, qui fait le yo-yo entre la première et la deuxième division, enfin bref. Et donc, mais le FC Metz, c'est pas seulement football, c'est également handball féminin, où ils sont très, très bons, enfin très bonnes, très, très fortes. Et donc, j'enseigne, donc, ils ont une académie qui, justement, prépare à l'après. Donc, en tout, si vous voulez, si le handball plus le football, plus ça peut toucher peut-être à peu près autant que vous êtes dans cette salle. Non, peut-être pas tout à fait autant, mais enfin, facilement une quarantaine de personnes. Parce que vous avez les coachs, vous avez les entraîneurs, vous avez tous les remplaçants. Une équipe de football, c'est pas seulement 11. Un staff d'une équipe de football, c'est une trentaine de joueurs. Et là, vraiment, les remplaçants, ils ne souhaitent qu'une chose. C'est que, vraiment, ils ne vous souhaitent qu'une chose, c'est que, prendre votre place. D'ailleurs, donc ça porte bien. Prendre la place de. Bref, prendre la place de. Et donc, il m'arrive donc d'intervenir justement sur la reconversion, etc. Donc, parfois, j'interviens en langue anglaise, donc ça leur fait plaisir, etc. Parce que c'est important. Parce que souvent, ils ont commencé jeunes, donc ils n'ont pas forcément fait d'études. Hein. Absolument, très jeunes même. Aujourd'hui, il y a des contrats qui se signent, des contrats mirobolants qui se signent dès l'âge de 15 ans, dans lesquels les parents ont une responsabilité énorme. Là aussi, il y a plein d'exemples. Il y a un jeune joueur de l'équipe d'Espagne de football. Le nom termine par AL. Je ne suis pas un très... Non, AL, il a 16 ans. Yamal, voilà. Il a 16 ans. Il est dans l'équipe d'Espagne, là, qui s'apprête peut-être à... Peut-être. Il y a peut-être des supporters de l'équipe de France ultra offensifs, comme chacun sait. Mais où en étais-je? Non, je veux dire, c'est que il y a aujourd'hui une vraie c'est presque dramatique. Vraiment, je pèse mes mots quant à cette reconversion. Et donc, l'exemple que je voulais vous donner, donc sur 40 personnes possibles, où j'essaye justement de leur parler des enjeux d'après la carrière, eh bien, s'il y en a peut-être 7 ou 8 qui viennent, c'est un maximum. Alors, je ne dis pas que ils ont mieux à faire. Et mieux à faire, c'est les jeux vidéo. Et mieux à faire, c'est tout ça. Encore une fois, je ne vais pas... Ça veut dire ça veut dire que l'encadrement ne suit pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les obliger. On ne peut pas les obliger à venir, n'est-ce pas? Non, mais je crois que, par exemple, dans le club de Madrid de foot, ils vont les obliger à apprendre à parler espagnol. Tu vois, donc à un moment, non. Ouais, alors je pense qu'effectivement, la plupart des footballeurs qui viennent dans un club d'un autre pays apprennent plus ou moins à parler langue. Je ne sais pas si c'est obligatoire ou si c'est... Mais je pense que ça vient de façon naturelle. Mais que ce soit eux qui prennent l'initiative d'aller prendre des cours, etc., j'en suis un petit peu moins sûr. Alors, réparer en termes de sport, moi j'ai envie de parler du handicap, puisque ce sont des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques qui vont nous mener jusqu'au 8 septembre. Quelque part, par rapport au handicap, c'est aussi peut-être réparer un coup du sort. J'ai beaucoup d'estime pour ce qu'on appelle les Jeux, pour les Paralympiques et les Jeux Paralympiques. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote que peu de gens savent. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle les Jeux Paralympiques et non pas, comme ça devrait légitimement s'appeler, les Jeux Paralympiques? Eh bien, pour une raison bien simple, c'est que c'était à Los Angeles en 1984 que toute cette idée est née, et que Los Angeles 84, qui était entièrement gouverné par le privé, comme c'est le cas donc aux USA, ne voulait pas entendre parler des Jeux Paralympiques. Non, c'est pas. Encore une fois, moi je vous dis la vérité. Évidemment, aujourd'hui, le CEO ne va pas vous dire ça, mais ça c'est la vérité. Donc finalement, à force de persévérance, le mouvement olympique a dit bon, vraiment, on insiste, et il y a eu un compromis, d'accord, mais ça ne sera pas
Para-Olympics, mais Paralympics. Et c'est comme ça qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui font un peu la confusion, mais ça s'appelle Jeux paralympiques et non pas para-olympiques. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que j'ai beaucoup d'estime pour ces athlètes. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que là, je suis quand même assez fier. Nous allons retransmettre in extenso les Jeux olympiques, bien sûr, mais également les Jeux paralympiques, et pas au fin fond du Cap. Nous allons retransmettre sur la 2 et la 3. Donc voilà, c'est un pari. C'est un pari. On ne peut pas forcer les téléspectateurs à suivre s'ils ne veulent pas suivre, mais en tout cas, on va leur proposer de 8-9 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Génial. Pour les citoyens que nous sommes aussi, le sport, c'est une manière aussi de se réparer. On dit qu'on se répare en dormant, mais en faisant de l'exercice aussi. C'est aussi lutter ou amoindrir l'obsolescence programmée de nos êtres. Oui, alors je vais répondre directement à cette question par une pirouette, mais qui va vous faire sourire. Le comité olympique, qui donc doit donner évidemment l'exemple absolu, non seulement de suivre le sport, mais également de la pratique sportive. Eh bien, le comité olympique a ce qu'on appelle un club Coubertin. Alors, le baron, je pense je ne suis pas sûr qu'il serait très heureux de voir un petit peu les deux sponsors historiques. Les deux sponsors historiques du comité olympique sont, on peut les citer, sont McDonald's et Coca-Cola. Je ne suis pas sûr que ce soit les deux produits, boissons hautes, les meilleurs pour la ligne. Donc, si tu veux, non, mais ça sont des faits. C'est paradoxe, hein? C'est paradoxe, mais c'est ainsi. Et quand je dis sponsor historique, ils ne versent pas 1 000 €. On est dans des sommes absolument gigantesques, sachant que, de toute façon, les recettes du comité olympique, assez opaques, mais enfin sont essentiellement versées par par les sponsors dont je vous parlais et par les droits de télévision. Nelson, on va faire un parallèle entre le monde du sport que tu connais très bien et le monde de l'entreprise que tu connais aussi et que tu pratiques également, parce que quand on pratique un sport à haut niveau, on a souvent le fameux coach. Et il est de bon ton dans le milieu de l'entreprise, en particulier les ressources humaines, de plus parler de manager, mais de coach, d'accompagnateur, celui qui est dans l'ombre et qui, versus command and control, met de la cohésion dans les équipes, les embarque. Regard par rapport à ça, sur ces coachs. Oh, il y avait, comment il s'appelait le coach de Laure Manodou là, Philippe Lucas. Philippe Lucas, vous vous souvenez de Philippe Lucas? Tout le monde se souvient de Philippe Lucas, mais d'ailleurs c'est assez amusant parce que dans les Guignols, où je voisinais avec lui, dans les Guignols, il voulait me donner des coups de poing. Ah ouais, elle est nulle ta question, enfin bon bref. Mais en fait Philippe Lucas, je ne sais pas si vous visualisez le gars avec les cheveux blonds, les bracelets un peu partout. En plus, c'est plutôt un personnage assez doux et assez... plutôt attachant dans son oui, style. Mais vraiment, je l'ai vraiment rencontré plusieurs fois, parce que non seulement il a été... tout ça a été très caricatural. Je veux dire, il a été entraîneur de Laure Manodou, et puis ensuite d'Amaury Levaux, qui est champion olympique de natation, etc. Voilà, mais c'était plutôt un personnage, et les témoignages concours, c'est un personnage plutôt assez doux et surtout très compétent, parce qu'il faut quand même reconnaître que son palmarès, les palmarès de ses élèves plaident pour lui. Donc il y a des bons coachs, et puis il y a des coachs un petit peu moins bien. Moi, ce qui me frappe, mais vous avez senti, tous étaient le témoin de ça, les coachs individuels, ils font faire de l'exercice à leurs élèves, ils leur font faire des pompes, etc. Et eux, ils sont au téléphone en train de parler à leurs copines ou je ne sais quoi. Mais ça, nous habitons pas très loin du square de la Muette, donc dans le jardin là, de la Muette du Ranelagh. Il y a des gars qui sont en train de s'échiner, etc., pendant que le coach est au téléphone. Donc voilà, il y a des coachs sérieux, bien entendu, il y en a, et là on vient d'en citer un avec Philippe, et puis il y a des coachs qui laissent peut-être un petit peu à désirer. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon coach? Pourquoi Philippe Lucas était-il un bon coach? Et de quoi peuvent s'inspirer nos amis qui sont dans la salle par rapport à la notion de performance, à la notion de leadership, à la notion d'embarquer les équipes, de jouer sur la carte du collectif,
avec peut-être le parallèle entre le vestiaire et la machine à café. Enfin, comment tu... Justement, ça c'est très juste ce que tu dis, le vestiaire et la machine à café. Le coach, bon, naturellement, il faut qu'il ait des qualités de physique, etc. À prendre un coach de tennis, par exemple. Un coach de tennis, il faut qu'il soit bon, qu'il soit là. Le tennis, c'est intéressant parce que... Excellent, il faut qu'il sache envoyer la balle, absolument. Mais le tennis, c'est intéressant parce que c'est vraiment un sport dans lequel il y a énormément de coachs. Mais il y a aussi alors c'est un mot qui est un petit peu suranné aujourd'hui. Je pense que chez un coach, il faut qu'il y ait quand même également un minimum de gentillesse. Un minimum de gentillesse. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Il y a un bouquin qui est sorti sur l'éloge de la gentillesse. Hein, je ne sais plus qui l'a écrit. Je pense que c'est vrai que c'est un mot qu'aujourd'hui on emploie plus beaucoup. Mais alors l'exemple que j'ai, alors il se trouve que là, bon, ça c'est c'est vraiment un duo que j'ai eu l'occasion de côtoyer, mais vraiment de côtoyer de façon presque intime. C'est l'exemple extraordinaire entre Rafael Nadal et son coach Tony, qui était autre que son oncle, enfin, je pense que vous vous souvenez de lui, son père de substitution, etc. Y avait là, Tony Nadal, c'est vraiment l'exemple même d'une personne profondément gentille et qui, c'était amusant parce qu'on s'était découvert une passion en commun qui est le jeu d'échecs. Lui est un grand maître, ce qui n'est pas mon cas, mais enfin, j'aime beaucoup ce sport, ce sport intellectuel. Et donc, on parlait beaucoup de ça ensemble. Et je me souviens, à l'époque où Rafa était vraiment, il y a 10 ans, où il était vraiment le numéro 1, quasi imbattable, etc. J'ai dit, mais alors, Tony, comment il parle bien français, Tony, d'ailleurs. Je dis, mais est-ce que pour vous, Rafa restera comme le meilleur joueur de l'histoire, etc. Ce qui n'est pas loin d'être le cas. Et il me dit, je ne sais pas s'il restera comme le meilleur joueur de l'histoire, mais ce que je voudrais, c'est qu'il reste dans la mémoire comme quelqu'un de bien, comme un garçon bien. Et je peux vous dire que c'est un garçon bien. Ce garçon. Eh ben, il respire la gentillesse parce qu'il l'est, parce que son oncle est comme ça. Et aujourd'hui, il est désormais avec Carlos Moya, qui était un ancien grand. Et c'était exactement pareil. Et aujourd'hui, on suit beaucoup le jeune tennisman espagnol Carlos Alcaraz, récent vainqueur de Roland-Garros, qui a comme coach Juan Carlos Ferrero, qui est un ancien vainqueur de Roland-Garros et numéro 1 ou 2 mondial, et qui là aussi est un garçon extrêmement, quelqu'un d'adorable. Et donc, qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que le sport, ce n'est pas toujours la guerre. Ça prouve que le sport, il peut y avoir ce respect. Ça prouve que le sport, il peut y avoir cette... Chaque année, ça va vous amuser. Chaque année, à Roland-Garros, nous faisons un sondage sur savoir qui est le joueur ou les joueuses les plus gentils, etc. Et nous faisons le sondage auprès des ramasseurs de balles. Parce que les ramasseurs de balles, vous voyez tous ces images. Il y a une manière, par exemple, avec la serviette. Ce sont les invisibles, justement. Les invisibles, mais il y en a qui les voient. Plus près de l'action. Ah ben, bien sûr. Et tu sais, il y a une manière de jeter sa serviette négligemment ou au contraire de tendre sa serviette, etc. Eh bien, ce sondage qui est le plus fiable qui existe est toujours très très favorable à Rafael Nadal qui depuis 15 ans sort en premier dans ce sondage. Ce sondage est un peu moins favorable aux joueurs français. Enfin, nous n'insisterons pas. Ouais. En tout cas, lui, il ne fait pas l'acte 3, scène 4. Nelson... Il est vrai que, si j'ose cette expression, que les ramasseurs de balles n'ont plus pas trop le temps de côtoyer les joueurs français, vu qu'en général... voilà. Nelson, tu as cité... Au bout de 2-3 jours, c'est fait. Voilà. Un petit Ricard de plus et tout. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des changements de coach. Dans le monde de l'entreprise, il y a aussi des changements de patron, de manager ou d'entreprise. C'est bien de changer de coach au bout d'un certain temps Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'était pas mal. D'ailleurs, l'exemple de Rafa est quand même pas mal, puisque bon. Parce qu'ils avaient fait le tour de la question. Oui, je pense qu'avec Tony Nadal, oui, je pense que c'est une bonne. Je suis en train, en même temps de répondre à ta question, je suis en train de réfléchir à d'autres changements de coach et je me rends compte que Roger Federer a changé de coach puisqu'il avait pris Stefan Edberg comme l'immense Stefan Edberg comme vers la fin de sa carrière. Djokovic a également changé de coach. Je parle des joueurs un peu moins connus, je ne connais pas. Mais les coachs, encore une fois, c'est vrai que j'insiste un petit peu sur le tennis parce que c'est un sport que je connais un petit peu, mais c'est surtout vraiment le sport où je dirais que le coach est quasi indispensable. Et attends, il y a une deuxième chose, c'est que le coach, vous vivez pratiquement avec lui 24 heures, 18 heures sur 24, quoi. Donc, il faut également s'entendre
c'est pas toujours facile d'être 365 jours par an avec la même personne. Si vous perdez un match, c'est peut-être de la faute du coach, etc. Donc tout ceci, oui, il y a beaucoup de changements de coach et je pense qu'au bout d'un certain temps, c'est probablement assez sain. Au bout d'un certain temps, on se dit, voilà, j'ai été au top, je tombe un peu plus bas, et puis je rebondis, je me répare. J'ai l'exemple de David Douillet que je connais un petit peu. Lui, c'est un bon exemple, champion olympique, et puis après, plus rien, et puis il va dire, allez, je remets mon titre en jeu. Et il le regagne. Et il le regagne. 4 ans après, ce qui est rare. Et oui, puis après, il a fait une carrière. C'est pas de la réparation, mais c'est de la régénérescence. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais. Alors, ça ne marche pas toujours. Hein. Ça ne marche pas toujours, mais avec lui, ça a marché. Et je pense que Riner, que vous connaissez tous, d'ailleurs, nous avons un sondage sur les sportifs français les plus connus et les plus aptes à réussir au JO. Et aujourd'hui, le sportif français le plus connu, en dehors de certains footballeurs, mais en tout cas pour les JO, etc., c'est Teddy Riner, et de loin. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. La France entière le connaît. Il y a aussi une réparation. Alors, c'est quelqu'un que je connais bien, qui habite Saint-Martin, aux Antilles, c'est Richard Virenque, qui lui a été J'étais avec lui hier. C'est vrai. J'étais avec lui hier sur l'étape. Mais ça, c'est fou, ça. Mécénat chirurgie cardiaque sur le Tour de France cycliste. Ah, c'est fou, il a quand même été victime on l'a pris pour un taré, quoi, en fait. Il en parle très librement. Il a, mais ça. Et il est tout sauf taré. Il est absolument. Il gère ses affaires au cordeau. Totalement. Il a vraiment tourné une page. Donc réparer, je me tourne aussi vers Fabien, c'est réparer une injustice dans ce qu'ont pu dire les médias. On en parlait avec Nora tout à l'heure. Enfin. Alors ce qui s'est passé, c'est que pour Richard. Et ça va rappeler évidemment des souvenirs à tout le monde. C'était à l'époque où le programme des Guignols, tu t'en souviens Fabien, tenait la dragée haute. D'ailleurs, je suis bien placé pour le savoir. Et Virenque, il le faisait pas non seulement pour un abruti, mais en plus pour un menteur. Puisque donc il y avait cette histoire de dopage avec l'affaire Festina. L'insulte de son plein gré. Voilà, etc. Avec Festina, etc. Je pense pouvoir dire, bon, aujourd'hui, on évite évidemment ce genre de sujet, mais je pense qu'il en a beaucoup souffert. Et pour pas dire beaucoup bavé. Et là, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il... Alors lui, vraiment, ce terme de réparation lui va à ravir. Il s'est totalement... et franchement... Et alors, en plus, il a... et là, ça va... Fabien va tout de suite réagir, je suis sûr, parce qu'il fait partie des très rares, c'est la même chose dans le sport, c'est la même chose dans les arts, dans la chanson, etc., de personnes qui s'intéressent également à vous, qui vous posent une question, et vous, qu'est-ce que vous faites, et vous, comment ça se passe. Tout ceci est très égocentrique, etc. C'est rare d'entendre quelqu'un, et surtout qui est intéressé par la réponse. Rafa Nadal est comme ça. Eh bien, Richard Virenque, je viens de passer 24 heures, c'est fou, que 24 heures avec lui, il est comme ça. Voilà, ça me rappelle, je cite toujours cet exemple de Xavier Bertrand. Les personnalités politiques sont autocentrées, on est d'accord, et on est égaux. Et je suis rien par rapport à lui. Et puis quand je l'appelle pour quelque chose, il me dit, mais toi, comment ça va ? Qu'est-ce que tu deviens ? Et il attend la réponse. Et il attend la réponse. Ah bon, il y a ces oui, bien sûr. C'est bonjour, ça va, et toi, ça va. Puis si la personne te dit ça va pas, alors. Nelson, peut-être pour terminer, il y a ces mémoires olympiques parus chez Michel Lafon, 100 ans d'émotion sportive, 1924-2024. Et puis il y a alors ça, je vous conseille, vous l'emmenez sur la plage, parce que c'est de 17 à 107 ans. Donc c'est très bien. Nous sommes tous dans ce delta. Et parce qu'il y a... Comment on prépare la fin d'une carrière de journaliste, si fin il doit y avoir, Nelson ? Alors, en fait, déjà, pour parler de ce livre, les cahiers de vacances en France, ça existe depuis... Je ne crois pas dire de bêtises... Mais pratiquement depuis l'époque des congés payés, ça existe depuis 80 ans, les cahiers de vacances. Et la plupart du temps, c'est 4-5 ans, ensuite 5-6 ans, 7-8 ans. Et d'ailleurs, ça existe encore. Et dans ces cahiers de vacances pour enfants, je réponds à des enfants. Ça a été très sympa à faire parce que je réponds évidemment en des termes chaleureux, etc. Il y a à la fois des QR codes et des vidéos. Ah non, et ça, c'est un cahier de vacances adulte qui m'a été proposé donc par les éditions Albin Michel Magnard, c'est le même groupe, pour
enfin entre guillemets, profiter de cet été de sport exceptionnel que nous avons. Donc il y a des questions du style, tiens, je vais vous en poser. Non mais attends, la première partie voilà. de tennis de table a été jouée avec un bouchon de champagne en guise de balle, des boîtes de cigares pour raquettes et un filet fait de livres. Voilà, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est la vérité? Non, mais il faut répondre à des questions. Par exemple, ça c'est une question un peu plus difficile. Mais je vous pose une question. Qui est le recordman du monde du 100 mètres? Ne répondez pas tous en même temps. Hein. Bravo. Voilà, bravo. Pratiquement tout le monde le sait. Donc, Usain Bolt, Jamaïque, qui à ce jour est encore... Et puis alors, ce qui fait, je pense, le charme de ce livre, c'est les coups de cœur et les coups de griffe. Alors, les coups de griffe pour qui? Ah bah il y en a pas mal des coups. D'ailleurs, qui disait tout à l'heure que je crois que c'est dans le débat précédent, c'est peut-être Béatrice Brugère qui disait que qui disait que les affaires difficiles intéressaient plus que les affaires faciles. C'est Béatrice Brugère. Ouais, voilà, c'est Béatrice Brugère, etc. Je crois que Fabien aussi a dit que les histoires, voilà, exactement. On n'aime pas les trains qui arrivent à l'heure. D'ailleurs, notre train était à l'heure ce matin, c'est bizarre. Alors, mais c'est pas toujours le cas. Bon, bref. Donc, il y a des coups de cœur et des coups de griffe. Mais c'est génial. Je vais te citer un coup de griffe. Alors là, c'est un coup de griffe qui s'attaque. Oui, moi, qui suis-je pour m'attaquer à cette icône du basket mondial, le joueur de basket le plus connu de l'histoire, Michael Jordan, c'est un nom qui vous dit forcément quelque chose. Eh bien moi, les 2 fois que j'ai pu le rencontrer, pour moi, c'était pas du tout, et j'ai des témoins, hein, j'ai mon caméraman, etc., pas du tout quelqu'un de sympathique dans la vie. Alors moi, je ne mets pas en cause sa carrière de sportif qui est immense, mais dans la vie, j'ai rencontré 2 fois, hein, donc une fois, bon encore, mais 2 fois, quelqu'un de très hautain et sous-entendu, en fait, parce que c'était ça qu'il s'agissait, que pour faire une interview de Sa Majesté Jordan, il fallait verser $50 000. C'était ça. Donc moi, je ne rentre pas dans cet état d'esprit. Donc ça, ce sont un peu les... Oui, puis tu n'avais pas de monnaie sur toi, hein, surtout. J'avais pas de monnaie, effectivement. Non, j'avais pas de monnaie. Ça me rappelle aussi... J'aime bien. Il était... C'est de la menu monnaie, ça, $50 000. Personnel. Ça me rappelle Georges Lucas, que j'avais interviewé 2 fois, où il n'y avait pas d'émotion, en fait. Il faisait le job à l'américaine, donc il le faisait très bien, mais c'était un peu... Ça, c'est une vraie déception. Ouais, bah oui. Quand on admire... Mais d'ailleurs, souvent, je ne sais pas, mais peut-être vous serez d'accord avec moi, quand on admire intensément quelqu'un, que ce soit un sportif, un artiste, etc., peut-être ne vaut-il pas trop le côtoyer. Peut-être vaut-il mieux rester sur cette admiration. Je vais te dire, j'ai jamais aimé trop, alors quelquefois on est obligé de le faire, mais aller saluer un artiste dans la loge après un spectacle. Il vient de vous donner ce qu'il avait de mieux à offrir. Vous allez le trouver peut-être en peignoir de bain, ou je ne sais pas. Un sportif, c'est pareil, un acteur, un réalisateur, ce que tu viens de dire. Je pense que rester sur c'est ce que je dis à mes étudiants, rester sur cette admiration et je dirais peut-être même, j'irai plus loin, plus cette admiration est forte, plus il vaut... plus la déception peut être grande. Oui, donc évitez-vous, c'est pas systématique, bien sûr, mais évitez-vous cela. Je me souviens d'une cantatrice que je ne nommerai pas, une cantatrice d'opéra extraordinaire, qui meurt à la fin, une Violetta. Bon, voilà. Et après, donc, bon, les personnes qui nous avaient conviés avaient très gentiment dit venez dans les loges, etc. Et là, on voit Violetta hirsute en hurlant, qui n'avait pas trouvé, je ne sais pas, peut-être un verre de vodka qui lui manquait dans sa loge. Donc non, mais je dis ça, j'ai plus tout à fait les détails. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Donc restons sur l'admiration et sur... c'est mieux comme ça. J'ai un autre exemple avec Céline Dion où elle est... Parce que là, tu cites des noms. Elle était adorable. Ah. Non, mais elle était adorable. Et il y avait René qui était sur le côté, qui veillait au grain. Et puis l'interview était terminée, on me fait signe, c'est fini. Et elle de te dire, non, il a encore une question à poser, laissez-lui poser sa question. Donc bienveillance Ça fait 10 fois plus plaisir. Ah ben ouais. Ce qui nous fait plaisir, c'est que tu sois là avec nous, Nelson. J'ai coutume de dire que tu es un passeur d'émotions. 2024, c'est JO. Toi, par rapport au sport, par rapport à... Mais tu fais tellement de choses à côté. Le théâtre, si tu es ici à Avignon, c'est parce que tu as répondu à mon invitation et j'y suis très sensible. Mais voilà, comment tu envisages la suite de la carrière? Ben justement, déjà, il y a une page qui se tourne de mon fait. Et ça, je pense que c'est bien, parce que voilà. Mais il y a peut-être d'autres qui vont s'ouvrir, et probablement assez rapidement. Alors, le théâtre en fait partie.
Christophe qui est ici, j'ai beaucoup de sympathie pour lui, il le sait. On avait parlé avec Philippe Candeloro. Alors nous avons une pièce de théâtre qui se donne. Ah oui, dis-moi un peu la proximité avec Philippe, parce qu'il a l'air. Elle est très forte, mais je veux pas faire trop long. Non, mais on est ensemble. Là. Parce qu'après, je vous fais tout ça en anglais. Non, c'est une pièce qui s'appelle Ça patine à Tokyo. C'est une comédie très enlevée, très réjouissante, qui donc se passe dans le cadre d'un championnat du monde de patinage, où le soir même, un patineur français va jouer le titre mondial donc à Tokyo contre un patineur japonais, ce qui a Dieu ne place, c'est pas tout à fait près d'arriver, mais enfin voilà, c'est une fiction. Et donc, et on retrouve le corps inanimé de ce patineur français dans la baignoire de la salle de bain de Philippe, puisqu'il a été donc enlevé par les Yakuza. Alors à partir de là, il y a tout un tas de... Quel rôle tu joues, toi? En fait, nous jouons nos propres rôles. On va dire, nous jouons, c'est une fiction, bien entendu, mais nous jouons à peu près nos propres rôles. Ouais. Et nous étions il y a 3 jours à Aiguière, que vous connaissez sans doute, dans les Bouches-du-Rhône, d'ici, dans les Bouches-du-Rhône, au Théâtre de Verdure, que tu connais peut-être. Nous avons vraiment fait le plein. Et là, nous avons, moi, entre le 15 juillet et le 15 septembre, je suis obligé d'arrêter pour cause d'actualités sportives chargées. Mais après, nous avons une bonne vingtaine de dates d'ici la fin de l'année. Je suis très content. Et je suis content de saluer Christophe, parce qu'on on a enregistré une émission sur RTL il n'y a pas longtemps. Et Alfred Hitchcock disait, le théâtre, c'est la vie en mieux. Et franchement, quand on commence à prendre goût au théâtre, que ce soit comme spectateur ou comme acteur, c'est plus facile d'être spectateur qu'acteur. Mais encore que je trouve que les deux sont liés. Oui, parce qu'il y a quand même un texte à apprendre, il y a tout ça. Mais c'est un vrai bonheur et c'est un vrai partage. On peut applaudir Nelson Montfort. Merci Nelson.